Dans une conférence, les gens s'asseyent. Il faut mettre son téléphone en mode avion par respect des autres. Il faut faire silence avant le début, sans quoi la conférence ne pourra pas démarrer et les autres participants vous fixeront méchamment. Merci beaucoup à tous les sponsors. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Sans eux, on ne pourrait pas faire une conférence comme celle-là. On pourrait pas ne pas être sur scène. Donc, merci beaucoup. Alors, nous sommes ravis d'être au milieu de vous pour parler des normes qui nous façonnent et voir comment nous pouvons nous en libérer lorsqu'elles nous paraissent inadéquates. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les normes sont omniprésentes autour de nous. Par exemple, dans l'habillement. Moi, j'ai été plusieurs fois dans des missions où certaines personnes venaient au travail systématiquement en chemise. Par contre, quand ils étaient à distance, on les voyait en visio. Et là, t-shirt et sweatshirt à capuche. Comme si finalement, à distance, cette tenue était acceptable et qu'en présentiel, ils ne pouvaient pas avoir la même. Un peu comme une norme tacite. En fait, je vois plein de têtes qui se retournent. Je me demande si les gens sont concentrés un peu sur ce qu'on dit, peut-être que ça les perturbe, s'ils sont plutôt en train de nous chercher dans la salle ou s'ils nous ont vus, ils se demandent qu'est-ce qu'on fout là. Et j'ai peur que ça nuise un petit peu à tout, à 45 minutes de conférence, que ce soit un peu long. Est-ce que ça tirait si on revenait sur scène? Allez, on y va. Vous pouvez continuer à applaudir Roselyne, la helpeuse qui help. On est revenu dans les normes des conférences. Ça fait peut-être du bien à tout le monde. Ça va mieux? Ça va mieux? Et oui, parce que nous, on fait dans la finesse, hein, les normes de conférence. On va parler normes aujourd'hui. On va ensemble les étudier et étudier les injonctions qui en sont associées avec pour objectif de se libérer de ces normes et de ces injonctions quand elles nous semblent problématiques. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette conférence? Là, la première chose, on va déjà savoir ce qui se cache derrière ce terme de norme, comment détecter les injonctions associées, voir un peu justement quels sont les impacts négatifs, positifs et négatifs de tout ça, et trouver des astuces pour se libérer de nos normes. Alors pourquoi ce sujet des normes? En fait, en 2016, j'ai été formée aux pratiques narratives. C'est une approche qui permet aux gens de résoudre leurs problèmes grâce aux narrations. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on leur propose de narrer, raconter des anecdotes qu'ils avaient oubliées de leur vie et de remettre en lumière des choses qui ont beaucoup d'importance pour eux. Par contre, ces choses, ils les avaient mis de côté, occultées, parce qu'elles ne répondent pas à la norme ambiante, à la culture qui est autour d'eux, la culture dominante. Et ce qui m'a marqué en fait dans cette formation, c'est la notion de pouvoir. Alors, vous connaissez tous le pouvoir souverain. C'est le pouvoir qui va dire ce qui est interdit. Il y a des représentants de l'ordre qui sont là pour faire appliquer le pouvoir. Et puis, si les gens ne respectent pas, on va les cacher. Un bon exemple, vous avez très chaud actuellement, vous vous promenez tout nu à Grenoble. Il est fort à parier qu'au bout de quelques temps, vous voyez des gens en uniforme arriver. Vous allez les reconnaître. C'est la police, ils sont bien reconnaissables. Et là, vous risquez de finir caché aux yeux de tous, soit en prison, ou peut-être dans une chambre psychiatrique d'un hôpital. En fait, ce pouvoir, je le connaissais bien, mais ce qui m'a marqué, c'est le deuxième pouvoir, qui est le pouvoir moderne. Et en discutant avec Greg, on s'est dit que finalement, dans l'agilité, il y avait aussi un certain nombre de choses qui nous paraissaient normales, qu'on véhiculait de plus en plus. Et finalement, au travers de ces normes, peut-être on exerce un pouvoir sans s'en rendre compte. On met une pression sur les gens et sur nous-mêmes. D'où cette conférence. Donc, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir moderne, le pouvoir des normes? En fait, on ne va pas dire ce qui est interdit, on dit ce que l'on doit faire. Ce qui me paraît assez pernicieux, c'est que finalement, il n'y a plus des gens identifiés qui vont faire appliquer et contrôler que l'on fait bien les choses, mais c'est chacun de nous qui allons être un peu comme une police interne pour faire appliquer ces normes. Et puis les gens qui ne suivent pas ces normes, en fait, on va les mettre sur la place publique, un peu comme avec les réseaux sociaux, on va les exposer. Prenons un exemple. Vous êtes dans une entreprise, vous faites une démo, et à la fin, qu'est-ce que les gens font?
Ils applaudissent. Personne ne l'a jamais dit, mais en fait, c'est ce qui se fait dans votre entreprise, par exemple. Et là, à un moment donné, il y a des gens, peut-être que ça ne leur convient pas. Donc, ils vont se faire une sorte de police interne en s'obligeant à applaudir, parce que quand même, ça se fait dans cette boîte. Et puis, il y a une personne qui arrive, un nouveau, et lui, il n'applaudit pas. Alors, la première fois, on va sortir, on va dire « T'as vu, Pierre, il n'a pas applaudi ». Peut-être qu'on va lui dire « Mais c'est pas sûr, on va attendre la seconde fois ». Et puis la seconde fois, on va en reparler entre nous. Peut-être même, on va en parler à d'autres personnes, on va mettre ça sur la place publique. Voilà. Donc, ce qui nous paraît important, c'est comment on peut être conscient de ces mécanismes, finalement, pouvoir mieux les identifier, entre autres quand ils nous paraissent inopportuns. Et donc, on voulait aussi vous proposer de revenir à la définition de ce qu'est une norme. Donc là, dans la définition du Larousse, le mot norme, il vient du latin norma, qui veut dire équerre. Et dans le champ qui nous intéresse, cette notion d'équerre, c'est la mise en adéquation avec un modèle idéal. On voit bien le truc carré, parfait. Et donc, si on lit la définition du Larousse, c'est l'ensemble de règles de conduite qui s'imposent à un groupe social. Alors, il y a plusieurs choses, moi, qui m'interpellent dans cette définition et que je trouve hyper intéressantes. Un ensemble de règles de conduite. Alors, règles, l'équerre, la règle, on ne va pas faire tout le champ dialectique des instruments de mesure, mais voilà, un ensemble de règles de conduite. Comment je dois fonctionner. Et encore plus intéressant, qui s'impose au groupe, c'est-à-dire qui s'impose à nous, individuellement et collectivement. Dans le cadre du pouvoir souverain, c'est bien, c'est explicite. Donc ça s'impose à nous et au moins on sait quelles sont les barrières. Par contre, dans le cadre du pouvoir normatif, c'est plus compliqué parce que c'est implicite. Et donc on a quelque chose qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne voit pas forcément, où on se dit tout ce qu'on s'est compris sans trop le savoir, mais qui en plus s'impose à nous comme quelque chose d'idéal. Donc ça, la première chose, c'est ce qui régit le groupe. La deuxième chose, c'est notre rapport individuel à la norme. La norme, c'est quoi? C'est un patchwork de plein de choses. Notre norme qui nous façonne, c'est le titre de cette conférence, sont issues de notre éducation familiale, à l'école, de nos convictions politiques, religieuses, sociétales, sont issues des rencontres, de notre histoire personnelle, professionnelle, des gens effectivement qu'on rencontre, et des mouvements de société qui vont venir générer des clivages, des positions, nucléaire, féminisme, inclusion, énormément de sujets. Je pense que vous en avez probablement plein d'autres, vous pouvez continuer la liste. Et donc finalement, qu'est-ce qui est normal? Par exemple, dans la façon de travailler en équipe, qui lead? Est-ce que vous êtes dans des endroits où ce qui est normal, c'est il y a un responsable hiérarchique et c'est lui qui lead? Ou est-ce que vous êtes dans un endroit où finalement le lead est plus partagé? Le responsable hiérarchique, le PO, le Scrum Master, le Tech Lead. Ou peut-être, je repense hier à ce que les Norvégiens ont dit, le lead est encore plus partagé. Et finalement, n'importe qui dans l'équipe, à un moment donné, va pouvoir prendre ce lead. Donc en fait, on voit que ces normes, c'est un peu comme des choses qui vont nous aimanter nos comportements, nous faire agir d'une certaine façon ou d'une autre, et finalement un peu comme des boussoles nous aimantent. Donc pour pouvoir mieux s'en libérer, il faut les identifier, et en fait, il va y avoir 3 grands types de boussoles, 3 grands types de normes. Les premières, c'est les normes descriptives. En fait, c'est ce que je pense que les autres font. Je démarre dans l'agilité, et je pense que dans l'agilité, la méthode la plus utilisée, c'est Scrum. Donc, je vais faire du Scrum. Deuxième norme, les normes injonctives. Ce que je pense que les autres approuvent. Donc, si c'est important pour moi, je vais avoir le comportement qu'ils attendent pour être récompensé. Et si je ne le fais pas, je me dis que je risque d'être sanctionné. Par exemple, je suis PO, et en tant que PO, ce qui me paraît vraiment important, c'est que l'équipe tienne les engagements qu'elle a pris et qu'on livre au moment où on avait dit. Et là, on voit 2 choses qui apparaissent dans ces 2 normes. C'est le mot « autre », qui apparaît 2 fois. Dans la terminologie des normes, « autre », c'est un groupe de référence. Donc dans le premier cas, le groupe de référence va me permettre de savoir, de me calibrer par rapport à ce que je dois faire. Et dans le deuxième cas, c'est lui qui va me dire si ce que je fais, c'est bien ou mal. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est que, en soi, le comportement que j'ai
dans l'absolu, il n'est pas bien ou mal. Il va l'être par rapport à mon groupe de référence. Donc là, Aurore, elle disait, je suis product owner, je veux que l'équipe tienne ses engagements pour être approuvée par le client et le management, potentiellement. Mais si, moi, dans ma construction personnelle, ce qui est important, c'est le respect du rythme des personnes et que je vais plutôt comprendre les difficultés et ce qui se passe avec les développeurs, et ben, mon groupe de référence, ça va être les développeurs. Je vais donc peut-être respecter leur rythme. Ils vont approuver cette démarche-là, mais le client qui attend ses livrables ou le management qui a eu des engagements, ben, lui, va commencer à le désapprouver. Donc, il n'y a pas de comportement bon ou mauvais, ils le sont par rapport à un groupe de référence. Okay. Le bien, le mal, tout ça. Oui, on se pose régulièrement des questions. Hein, qu'est-ce que c'est? Finalement, ça renvoie sur la troisième norme, les normes morales. C'est par rapport à ma construction personnelle, qu'est-ce que je me dis qui est la bonne chose à faire? Par exemple, dans ma façon de voir les choses, moi je pense que dans une entreprise, en fait, quand on doit respecter nos interlocuteurs de la même façon, quelle que soit leur position hiérarchique. Pour moi, je trouve qu'on ne doit pas faire de différence. Ben, ça, pour moi, c'est une norme morale. Et pour ceux qui étaient là au démarrage de la conférence, vous avez vu une diapositive noire où il y avait des phrases qui étaient écrites, et puis une jolie voix de robot qui vous disait, dans une conférence, les gens s'asseyent. Là, on est dans la norme descriptive. Ça continuait avec il faut faire silence, sinon vos voisins vont vous regarder méchamment, ou quelque chose comme ça. Là, on est dans la norme injonctive. En fait, je fais attention à mes collègues, on est dans le même milieu de l'agilité, donc voilà, leur regard m'importe. Et puis, il y avait la troisième phrase, c'était « j'éteins mon téléphone par respect ». Et là, c'est mon mode de fonctionnement, c'est une norme morale. On voit que s'il y a autant de normes, ce n'est pas juste parce qu'on est masochiste et qu'on a envie de se mettre plein de pression. Non, c'est qu'en fait, il y a plein de bénéfices aux normes. Un des premiers bénéfices, ça va être sur l'apprentissage. Quand j'étais petite, alors on va peut-être voir là les âges différents, moi j'ai appris à compter avec ces objets-là. On mettait des petits cubes les uns à côté des autres, et puis quand on additionnait, quand ça atteignait 10, on le transformait dans une barre. Heureusement que mon institutrice n'avait pas pensé à utiliser cet objet une semaine sur 2, parce qu'au niveau de l'apprentissage, ça aurait été plus compliqué. Allez, une semaine les cubes, la deuxième semaine les bouliers, la troisième semaine les mains. Donc, les normes, c'est hyper utile pour avoir des repères pour simplifier l'apprentissage. Un autre grand bénéfice, on vit en société. Donc, à un moment donné, bien être avec les autres et avec nous-mêmes, c'est important. Imaginez, j'arrive en haut d'une piste, je dois rejoindre des gens que je ne connais pas, ils m'ont dit « on sera en blouson orange ». Ok, j'arrive, et quand je m'approche, je me dis « waouh, là je suis rassurée ». Parce que finalement, quand je vois comment ils sont sur leur ski, la tenue qu'ils ont, le vocabulaire qu'ils emploient, je pense que ça va envoyer du bois, et je suis contente parce que je voulais y aller à fond aujourd'hui. Donc on voit bien que ces repères de comportement, vocabulaire, d'habillement, ça va nous permettre là aussi d'avoir des repères pour nous sentir bien dans un collectif. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, en agile, il y a des rituels, le daily, même heure, même lieu, même personne, même objectif. On n'a pas à réexpliquer à chaque fois. Donc les normes facilitent beaucoup la vie en collectif. Et vie en collectif, vie en société, il y a quelque chose qui était intéressant de voir un peu dans la préparation de cette conférence. Pas de société sans normes. C'est tout. Donc les normes, c'est là, puisqu'il y a société. Je vais vous partager une expérience personnelle. Le Covid, ça vous parle? Non. Avant le Covid, quand moi je voyais quelqu'un que je ne connaissais pas forcément, bon, si c'était un homme, je lui serrais la main. Si c'était une femme que je ne connaissais pas, je lui serrais la main. C'était déjà un peu difficile, pas trop savoir, ou je faisais la bise. Covid, on garde nos distances. Post-Covid, on recommence avec des nouvelles règles. Ça veut dire qu'on peut faire le check en plus. Attention, change, nouvelle règle. Le check. Et moi, aujourd'hui, encore, je me retrouve dans une position en insécurité à partir de là, parce que je suis un coup sur le check, un coup sur la bise, je ne sais pas trop, déjà que ce n'était pas facile avant, mais alors encore, c'est encore pire. Et potentiellement, je suis resté en plus sur la norme Covid, qui était qu'en fait, finalement, je finis par ne rien faire. Dans tous les cas, je suis perdant.
Parce que dans tous les cas, je suis pas à l'aise, j'ai l'impression d'avoir forcé la personne. Moi, je déteste ce truc-là. Ah, serre la main, check. En gros, Maintenant, vous le savez, si vous le rencontrez, pensez-y. Si je transpire, c'est que vous avez essayé de me serrer la main. En gros, comme le disait Aurore, important des normes, c'est le repère. S'il n'y avait pas de normes, on serait en mode survie permanente. On serait en vigilance permanente, des êtres sauvages entourés de dangers. Je ne sais pas très bien comment je dois prendre ce truc, je ne sais pas ce que je dois faire. On serait en prise de décision permanente, alors une charge mentale assez intensive. Et donc, ces normes, elles nous permettent, on parlait de l'apprentissage, mais elles nous permettent aussi d'avoir plein de repères qui déchargent le cerveau, puisqu'il y a plein de choses qui sont ok, ça je connais, ça j'ai pas besoin de réfléchir, c'est là parce que c'est comme ça. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a justement ce décalage entre moi et la norme en vigueur. On va voir ça au travers de ce qu'on appelle l'expérience de H. Qui connaît l'expérience de H? Levez la main. Non, pas tant que ça, c'est cool. L'expérience de H, c'est quelqu'un qui s'appelle Solomon Asch, qui est un psychologue du XXe siècle, qui fait partie de l'école de la Gestalt. La Gestalt, c'est l'étude des interactions entre les individus et leur environnement. Et on va voir ici, on espère, alors les sous-titres sont d'époque aussi, mais on espère que donc, vous allez pouvoir lire les sous-titres, parce que c'est une expérience américaine, qui parle de conformisme. Et donc comment on réagit quand le collectif dénote avec ce qu'on pense être la bonne chose. Experiment is not a public opinion poll. It examines behavior under the pressure of social forces, as the experiment of Solomon Asch reveals. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white T-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. But on the third trial, something happens. 2, 2, 2, 2, 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. 1. Asch found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. 1. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. 1. Donc voilà un effet potentiel de la norme, de la masse, l'influence qu'elle peut avoir sur nous. Pour aller un tout petit peu plus loin, donc il y a 37% des personnes qui se trompaient à ce test, à cette expérience. Dans ces 37%, il y avait 3 catégories de personnes. Ils ont été interviewés en sortant de l'expérience. Donc 3 catégories de personnes. Celles qui pensaient intimement avoir toujours donné la bonne réponse. Celles qui ont avoué avoir été influencées, donc avoir dit bah, en fait, je pense qu'ils avaient raison, hein, parce qu'ils avaient l'air tous d'être d'accord. Et ceux qui ont toujours su avoir donné la mauvaise réponse, mais ne pas avoir voulu se mettre en opposition ou en décalage avec le collectif. C'est ceux qui applaudissent à la démo, mais qui n'ont pas envie, quelque part. Ils risquent pas de nous applaudir à la fin de la conférence, par contre. Autre petite anecdote assez intéressante, qu'est-ce qui vient influencer il parlait de paramètres, je vais vous en donner 3, il y en a plus, hein, si vous allez sur Internet, vous vous renseignez, mais 3 assez marrantes. Alors le premier, c'est en cas d'ambiguïté. Si l'instruction est ambiguë, globalement, nous allons avoir tendance à nous rapprocher de ce que pense massivement le groupe, de peur de ne pas avoir bien compris. Donc l'ambiguïté génère cette distorsion. Deuxième, c'est si le groupe a une forte cohésion. Le groupe dans lequel on arrive est en forte cohésion, vu qu'on a, nous, êtres sociaux, avons envie d'appartenir à des groupes, de pouvoir vivre en société, on va avoir tendance à se rapprocher de ce groupe qui est bien soudé. Hein. Rappelez-vous vos années collège ou lycée.
Et le troisième, c'est intéressant, c'est les profils de type autoritaire. Là où on pourrait penser qu'elles se mettent en position de leadership avec la volonté d'influencer le collectif, vont plutôt avoir tendance à s'affilier au groupe, parce que derrière le profil autoritaire, il y a une volonté de reconnaissance. Donc là, on a vu une expérimentation, une illustration. On va voir d'autres effets problématiques liés à ces normes. Donc le premier, je le remets, disparition du choix. En fait, voilà, la norme est plus forte que moi, elle s'impose à moi, donc je n'ai plus le choix. Si j'ai plus le choix, ben, je suis un peu victime de cette norme-là. Et donc je peux me mettre en position de victime. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le « ouais, non, je comprends, mais bon, bah, c'est comme ça. » Ouais, mais oui, on peut rien faire, on peut rien faire. Donc je ne suis pas en accord avec ce qui se passe, hein, au travers de ces mots-là, mais je suis impuissante face à ça. Je suis victime et je n'ai plus de responsabilité. La norme m'enlève ma responsabilité. Ce n'est pas toujours agréable. Deuxième point, c'est que c'est double peine. C'est que on m'enlève ma responsabilité et en plus je peux me sentir coupable de ne pas avoir quand même essayé de porter ma voix. Hein, donc ça vient des deux côtés, quoi. Un concept intéressant, l'ignorance pluraliste. L'ignorance pluraliste, c'est le fait qu'un groupe pense la même chose et de fait ait du mal à penser différemment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des bulles sur les réseaux sociaux, hein, on reparle de ça. C'est en fait, on finit par se retrouver avec les algorithmes tous en train d'avoir la même conviction et on est tellement sûr d'avoir raison qu'on ne peut plus avoir tort. Et donc c'est extrêmement difficile d'avoir un esprit critique et une pensée critique par rapport au groupe et à ce qu'on est en train de vivre, de façon normative. Donc derrière ça, pensée critique. Tous imposteurs et impostrices. Impostrice, on ne le voit pas souvent, mais ça se dit impostrice. C'est qu'on vous a dit, nos normes personnelles, c'est un patchwork de plein de choses. Ce qui fait qu'à un moment donné, à l'intérieur d'un groupe, on va avoir de très fortes probabilités qu'à un moment, il y a un de ces paramètres qui soit en déphasage avec celui du collectif dans lequel on est. Et être un imposteur, impostrice, c'est le fait de ne pas être qui on est réellement, de ne pas laisser paraître qui on est réellement, et sans le vouloir, on devient imposteur et impostrice. Et dans un cas encore plus accentué, c'est le décalage entre la norme injonctive, celle du collectif qui m'est amenée, et ma norme morale. Quand le collectif a un comportement qui, pour moi, est mauvais, selon ma référence de norme normale, de norme morale, pardon. Alors, on a vu toutes ces normes. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en libérer ? Eh bien, une des premières choses, ça va être déjà de pouvoir les identifier. Alors, la norme, on va voir qu'elle se matérialise au travers de règles, qu'on va appeler des injonctions. L'injonction, c'est un ordre formel d'obéir sur le champ. Sinon, quelque part, il y a une sorte de sanction qui, là aussi, est tacite, hein, non formulée, mais qui est bien là. On vous a fait un petit florilège d'injonctions actuelles. Petit. On vous laisse en prendre connaissance et on vous invite, pour l'exercice de tout à l'heure, à noter celles qui vous parlent. Donc ça peut être quelque chose où vous vous reconnaissez, vous dites « ouais, ça, c'est normal, quoi. C'est important pour moi. » Alors, on va pouvoir les repérer avec le vocabulaire. Première chose, c'est l'impératif. Sois agile, sinon t'es has-been. C'est un peu le côté. Hein. Sois bienveillant. Si on n'utilise pas un impératif, une autre possibilité, c'est le verbe falloir ou devoir. Quand finalement on formule quelque chose en disant « il faut que l'équipe choisisse son Scrum Master », on est en train de commencer à être dans quelque chose qui devient une norme. On doit être rigoureux. Et puis, si on n'utilise pas un verbe, une autre possibilité, ça va être un adjectif ou un adverbe qui va exprimer une contrainte. Forcément, tu fais confiance quand tu travailles en agile. Ça paraît normal. C'est obligatoire de faire comme ça. Et puis, au démarrage, on vous a dit que ces normes, ce pouvoir moderne, était un peu pernicieux. Il était un peu sous-jacent, pas explicite. Et on a une troisième formulation qui va bien dans ce sens-là, c'est le présent continu.
on respecte l'avis des experts. À la fin d'une démo, on applaudit. En fait, c'est une phrase au présent, c'est tout. Mais finalement, on est en train de dire que dans tous les cas, dans toutes les situations, avec tout le monde, il faut toujours faire comme ça, l'air de rien. C'est un peu comme si c'était une vérité absolue. En général, en plus de ces formulations, qu'est-ce qui va se passer si vous recevez une injonction qui ne vous convient pas? Vous allez vous sentir contraint. Vous avez l'impression que si vous ne le faites pas, vous allez être jugé négativement. Donc il y a une sorte de malaise. Et il peut y avoir aussi l'impression, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, c'est comme s'il y a un courant ambiant, quoi, il y a une culture dominante, et vous dites, mais c'est pas mon truc, quoi, c'est pas moi, je ne me reconnais pas du tout dans ça. Donc il y a un décalage. Ce qui se passe, ça c'est facile quand nous on le ressent, mais quand nous on pousse une norme, quand on est en train de la pousser auprès des personnes avec qui on travaille, comment est-ce qu'on peut l'identifier? Alors il peut y avoir un changement de comportement. Par exemple, les gens qui ne parlaient pas ou parlaient d'une certaine façon vont commencer à rétorquer en disant « ben non, là, quoi, les équipes ne vont pas choisir leur Scrum Master quand même, c'est les managers. » Voilà. Il peut y avoir autre changement, les gens vont se mettre en recul et vont moins parler. Ou peut-être comme la personne en t-shirt blanc, ils vont regarder les autres en se disant « alors là, il faut être en présentiel, hein, qui est d'accord, pas d'accord ?» Ils vont chercher des alliés. Et puis, il y a une autre méthode qui est assez simple, hein, c'est que finalement, pour savoir si on a un peu trop poussé une norme, on peut demander aux gens. Par exemple, leur dire, voilà, la semaine dernière, on a fait un atelier là-dessus. Et en fait, j'étais tellement enthousiaste de vous expliquer que je me demande si je n'ai pas un peu trop insisté en expliquant qu'il fallait qu'on travaille comme ça. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous aviez assez de place pour pouvoir me donner votre point de vue? Voilà. Donner l'occasion aux gens. Et là, on voit comment détecter les injonctions. On va voir comment se libérer de ces fameuses injonctions qu'on amène dans des collectifs. Il y a quelques années, je travaillais pour une entreprise qui fait de l'énergie, on va dire. Une équipe qui faisait un produit tech pour des utilisateurs tech. Et à l'intérieur de cette équipe, j'ai formé des product owners. Et Product Owner, on a travaillé quoi? La User Story. Et la User Story en tant que je veux afin d'eux. Et moi, j'ai toujours appris que comment on fait des User Stories. Des User Stories, il faut exprimer la voix du client et il faut s'exprimer avec un langage qui peut être compris par n'importe qui. Ma grand-tante et mon neveu. Okay. Et donc, moi, ces Product Owners, je leur ai dit ça. Je leur ai dit, non, pas de termes techniques. Comment on peut réussir à faire de l'abstraction, hein, c'est-à-dire ressortir des couches techniques pour remonter. Et le Product Owner, mais c'est des utilisateurs tech, c'est des développeurs aussi pour nos clients. Je m'en fous. Non, mais en vrai, non, il faut que tu fasses de l'abstraction. Donc j'ai poussé, ça répondait pas, j'ai poussé, ça répondait pas. À un moment, il m'a dit, oui, non, mais je comprends, t'as raison. Mais il n'y arrivait pas pour autant. Et donc, première chose, c'est de ça, c'est de mesurer, réussir à voir comment je peux mesurer l'écart entre mes convictions, parce que c'est ça, hein, ce que je porte en moi, c'est mes convictions, et le système collectif dans lequel j'arrive. Pour voir à quel moment, finalement, ce que j'essaie de pousser, c'est inutile, voire violent pour les personnes. Et donc, ça passe par le fait de comprendre, peut-être se confronter un petit peu. Hein, ça, on ne dit pas qu'on ne peut pas se confronter, il y a des moments où on s'en rend compte quand ça nous arrive. Il y a le fait de regarder quels sont les comportements qui se répètent, les mots qui se répètent, qui peuvent nous donner une information sur le langage utilisé et donc la norme en vigueur dans le système, et de voir si on est dedans ou dehors, et peut-être se dire, je vais juste me mettre en retrait, m'appuyer plutôt sur le collectif et travailler autrement. Deuxième point, on est dans une conf agile, qu'on peut difficilement ne pas parler d'empathie, donc se mettre à la place des autres pour mieux les comprendre, nous aidera à travailler aussi différemment quand on sent que, comme le disait Aurore, on voit que le comportement est décalé par rapport à ce que je pouvais attendre, et donc aller creuser, aller discuter, aller essayer de voir s'il n'y a pas des sous-jacents qui sont peut-être plutôt à travailler, soit en m'alignant avec la personne, soit en l'amenant à faire les choses différemment, en tout cas en faisant différemment. Globalement, l'invitation, c'est d'avoir cette petite phrase qui revient, c'est « il faut, sauf quand ». Il faut, en fait, mon injonction personnelle, ma conviction, dans l'absolu, encore une fois, elle n'est pas mauvaise. Enfin, je veux dire qu'elle s'appuie sur de l'expérience.
elle s'appuie sur ce que j'ai vécu, elle s'appuie sur ce patchwork. Donc j'ai dans l'absolu des raisons de penser ce que je pense et de pousser ce que je pousse. Sauf quand c'est pas le bon moment ou c'est pas le bon endroit. Donc ça, c'est pour travailler justement l'injonction qu'on va amener vers un groupe. Maintenant, on va voir à travailler l'injonction qu'on a envers nous-mêmes. Et pour ça, on va s'appuyer sur un article de blog de Sylvaine Pasquale, peut-être que certaines connaissent ce blog. Et donc un article où elle parle justement de comment j'ai réussi à basculer de mes injonctions vers quelque chose de plus d'une base de volonté. Et donc de remplacer le je dois ou il faut par un je veux. Il y a quelque temps, donc encore un accompagnement, ça se passait pas très bien. Globalement, j'avais essayé plein de trucs, ça n'avançait pas forcément, j'arrivais pas à avoir l'écoute des personnes, j'essayais des trucs, on me disait non, pas vraiment, donc en fait tout ce que j'essayais, ça plouffait, quoi. Et là, j'étais en train de dire, mais en fait, faut que je m'arrête, quoi. Va falloir que là, je sais pas comment faire, mais je pense j'arrive plus, je n'y arrive plus. Et j'ai mon client, mon commanditaire, la personne qui avait besoin de cet accompagnement pour son service, me dit, mais non, faut pas baisser les bras, continuez, trouvez d'autres solutions. Et donc, en fait, quand on porte ce genre d'injonction, les personnes qui la reçoivent, de temps en temps, elles l'apprennent. Il ne faut pas que je baisse les bras, il faut que je trouve d'autres solutions. Mon injonction. La question, c'est, est-ce que je peux remplacer donc ce « il faut que je continue » par « je veux continuer ». Donc là, ça marche, je peux me dire « je veux continuer ». Mais la question, c'est, est-ce que je veux continuer ? Et ma réponse était « pas vraiment ». Et donc, c'est là où on va commencer à mesurer le décalage entre la volonté et la contrainte. Donc là, moi, je vis mon truc comme une contrainte. Et ça va me permettre de me poser une question, c'est « ok, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça ?» je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que en fait, je vais continuer à faire des trucs, mais j'ai plus l'énergie. Je sens que ça va pas marcher comme tout le reste qui a pas marché, donc je m'enfonce progressivement. Et qu'est-ce que ça dit de moi ? Mon client, déjà que j'ai pas réussi 3 fois, 5 fois, 6 fois, mais en plus je recommence à pas réussir 7 fois, 8 fois, 9 fois, la confiance, la relation, la satisfaction globalement de mon client, elle n'est pas bonne. Donc non, c'est pas possible. Je ne veux pas. C'est définitif. Mais la question, c'est qu'est-ce qui me pousse à quand même agir, à le faire quand même. Et il y a plein de bonnes raisons qui me font me dire, en fait, ok, je veux pas, mais j'ai pas le choix. On revient à ça. J'ai justement la satisfaction client, c'est-à-dire que lui, il me dit, mais non, on va continuer. Et je lui dis, non. C'est pas toujours facile à entendre. Il y a le fait de me dire, moi je suis prestataire, donc moi si je bosse pas, je bosse pas. Donc si j'arrête, je fais quoi ? Et donc de questionner l'environnement, est-ce qu'il est propice ou pas à la contrainte ? Le sujet, il n'est pas de dire, je regarde, c'est une contrainte et je lui donne un bon coup de pied, c'est pas une contrainte, moi je fais ce que je veux. C'est au moins de réussir à faire la part des choses. Et potentiellement, justement, en réfléchissant à la somme des contraintes, peut-être se dire qu'il y en a certaines que je peux botter en touche et d'autres que de toute façon qui me sont imposées. Et moi, typiquement, y a le rapport sur moi-même, ça a été long, mais j'ai compris que ce n'était pas le sujet, que le sujet était principalement financier, pragmatique, quoi. Mais au moins, je me sentais moins nul de ne pas réussir. Donc ça, c'est un premier exercice que vous pouvez faire en termes de démarche. Et Aurore va vous en proposer une deuxième. Donc le deuxième exercice, c'est, par exemple, vous commencez à faire cela, mais au niveau des ressentis, c'est toujours pas hyper agréable, quoi. Vous vous sentez entre deux chaises, dans votre patchwork là, de normes. C'est un peu compliqué. Je vais vous proposer d'externaliser en fait cette injonction. Alors ça, c'est une pratique qui vient des pratiques narratives, et ça veut dire quoi ? C'est que cette petite voix qui est en vous, il faut être gentil, il faut être rigoureux, il faut continuer dans la mission. Et en fait, cette voix, c'est pas vous. Donc vous allez pouvoir la personnifier, comme si vous aviez un truc à l'intérieur de vous qui vous parle, ou peut-être sur l'épaule, là, un petit Furby. Et en faisant un personnage, vous vous rendez compte que c'est pas vous. Et vous allez pouvoir parler avec. Donc comme dans un dessin animé, faites ça plutôt seul, pour pas finir comme le type qui est tout nu à Grenoble, là-dessus. Donc, on va vous remettre la liste d'injonctions.
Et je vais vous inviter, pour ceux qui souhaitent faire l'exercice, à choisir une phrase qui commencerait par « je dois » et qui vous paraîtrait d'être une bonne chose à faire, même si, dans un contexte particulier, ce n'est pas tout à fait OK et confortable. Je dois continuer, je dois être gentil avec mes collègues. Ceux qui ont trouvé une phrase qui leur convient, je veux bien lever les mains pour voir un peu ce que ça donne. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Vous pouvez prendre une phrase qui n'est pas écrite là, hein. Ouais. Ça marche très très bien aussi, hein. Ce sera vraiment la vôtre. Ou ça peut être de prendre quelque chose qui commence par « pour moi, c'est normal de respecter les gens, de... » Voilà. OK. Pour ceux qui n'ont pas d'exemple, je vous invite à écouter pour comprendre cette technique. Et de toute façon, on vous la partagera dans un support après, donc vous pourrez le faire tranquillement chez vous ou au travail ou tenu à Grenoble. Donc pour l'exercice, je vous invite à ne pas me regarder, mais à vous concentrer sur vous, à fermer les yeux, si cela vous convient. Et vous allez vous dire la phrase « je dois » ou « c'est important de ». Vous continuez avec vos mots et vous vous la dites comme un mantra plusieurs fois dans la tête. Depuis combien de temps cette voix vous parle ? Vous l'avez entendue déjà il y a des mois ou des années ? Qu'est-ce qu'elle vous dit de faire et de penser ? Est-ce qu'il y a des époques ou des moments où cette voix est moins présente ou plus présente ? Selon vous, pourquoi ? Cette voix vient d'un personnage qui est peut-être à l'intérieur de vous ou autour de vous. À quoi ressemble ce personnage ? Peut-être un animal, un personnage de bande dessinée, une boule. Quel nom lui donnez-vous ? Vous prenez conscience de l'influence de ce personnage et de sa voix sur vous. Qu'est-ce qu'il vous pousse à faire ? Comment cela affecte vos relations et votre vie à vous ? Qu'est-ce que vous pensez de ces conséquences ? Si ça ne vous convient pas, vous avez maintenant toute liberté pour dire ce que vous avez envie de dire à ce personnage, pour qu'il se taise, pour qu'il s'en aille ou s'évapore. Vous pouvez lui dire maintenant. Vous entendez moins la voix. Ça y est, en fait, vous ne l'entendez plus. Vous êtes maintenant dans une situation où vous n'entendez plus cette voix. Et du coup, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire ? À quoi vous allez penser de différent d'avant ? Ça va vous donner envie de faire quoi ? Quelles vont être les conséquences positives si vous faites ce que vous êtes en train de penser ?
qui d'autre verrait ces conséquences positives? Je vous invite à garder en tête tout ce qui a été important pour vous et que vous avez découvert pendant cette externalisation. Et vous pouvez rouvrir les yeux. L'idée, avec cette externalisation, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je vais pouvoir manipuler des choses et que les choses que j'ai ingérées quelquefois en moi et qui sont maintenant mes injonctions, en fait, c'est pas moi. Donc, je peux m'en libérer. On va glisser doucement vers la fin de cette conférence. On voulait vous partager des petites phrases qui peuvent être des indices, des petits déclencheurs de réflexion différentes ou de contextualisation. Les normes, c'est normal. Il y a plein de bénéfices pour l'apprentissage, la vie avec les autres, pour faciliter le quotidien, ne pas être en mode survie. Donc les normes, c'est normal, mais à un moment donné, est-ce que la masse a la raison? Est-ce que ce que je vois sous mes yeux est juste, est vrai, est faux, et donc comment j'arrive à faire un pas de côté et garder un esprit critique? Dans certaines situations, est-ce que je ne suis pas un peu trop en train de pousser une norme qui ne convient peut-être pas aux gens? Je dis des je dois, il faut, ou un présent continu. Et donc il faut, sauf quand? Sauf quand ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon endroit. Je dois, non je veux. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça évoque? Et qu'est-ce que ça m'amène à réfléchir différemment? Et puis, si le ressenti est toujours désagréable, vous vous dites « ouais, mais quand même, je dois, c'est mon éducation, etc. » Dites-vous non, cette petite voix, c'est pas vous. Vous pouvez l'externaliser. Et vous pouvez aussi utiliser cette idée d'externalisation avec les personnes que vous accompagnez. Quoi qu'il en soit, on vous le dit, les normes sont omniprésentes, sont toujours là, puisqu'on fait société quasiment tout le temps. La difficulté, c'est de réussir à naviguer dans tout ça. Et donc la conférence, c'est se libérer des normes qui nous façonnent. Pour se libérer, l'invitation, c'est d'essayer de trouver l'équilibre, un équilibre. L'équilibre entre réussir à avoir un esprit critique dans la norme dans laquelle j'arrive, dans le collectif dans lequel j'arrive, pour réussir à voir si je peux essayer de pousser les choses ou faire bouger les choses. Ou au contraire, faire un pas de côté par rapport à mes injonctions, mes auto-injonctions, celles que j'amène aux autres, quand j'estime que ça n'apporte rien. Et auquel cas, en faisant ça, on augmentera nos chances de nous libérer des normes qui nous façonnent quand elles sont problématiques et freinantes. Merci beaucoup. Ils ont applaudi. Ouais, ouf. On va checker. Vous avez un QR code. On a mis sur un board un certain nombre de ressources qu'on a été rechercher, lire, etc., et dont on s'est inspiré pour cette conférence. Et puis vous retrouverez aussi les questions de l'externalisation dedans. Voilà, parce que le sujet est bien plus vaste, avec des gens qui sont des meilleurs chercheurs et des gens dont c'est le métier. Donc vous retrouvez des corpus là-dessus. On n'a pas beaucoup de temps, mais un petit peu. Si vous voulez partager quelque chose, poser une question ou voir un peu, vous, ce que ça vous évoque, peut-être des réflexions personnelles. Oui. Attends, je vais... Pour moi, il y a quand même quelque chose qui est fondamental dans tout ça, c'est que, il y a même deux choses. La première, c'est qu'il faut être quand même hyper aware, comme dirait Jean-Claude, sur soi-même et sur ce qui nous meut, sur ce qui nous fait avancer. Et on n'est pas toujours câblé, armé pour avoir cette lucidité-là, ce recul, cette prise de recul, cette prise de conscience. Et tout ce travail-là, pour moi, c'est... pour ceux qui connaissent, c'est de l'acceptation radicale. C'est quelque chose qui, de l'ordre de l'amour, voilà, pardon, pour ceux qui vont me prendre pour une folle, mais d'amour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, je suis à l'aise avec ce que je suis, l'autre il est ce qu'il est, et c'est ok, c'est parfait, et il a une norme, j'en ai une, et puis c'est ok, on avance comme ça, et ça
c'est quelque chose qui, voilà, ça demande quand même une certaine lucidité et une mise de côté de son ego, et qui demande beaucoup de travail sur soi. Et je pense que voilà, c'est comme c'est du boulot, c'est du travail, c'est pas toujours évident. Et puis c'est quand même compliqué. Enfin, on peut le faire sur soi, mais on peut pas le faire sur l'autre. Donc ça demande beaucoup d'acceptation finalement, et de dire moi je vais faire mon chemin, ce que je considère comme étant devoir être mon chemin, mais l'autre il fait ce qu'il a à faire aussi, et c'est ok. Enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Très clair. Merci. Un autre partage ou une autre question? Déjà, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Moi, je sais plus un échange, pas forcément, enfin, si un petit peu vécu. En fait, toutes ces normes, etc., on les vit déjà dès le plus jeune âge à l'école. Quand certains enfants ne rentrent pas dans des cases, etc., il faut qu'ils rentrent dans les cases, sinon c'est pas la norme. Et en fait, j'ai l'impression que quand même dans notre société, on est très très centré normes. Et du coup, on grandit avec ça, on est éduqué avec ça. Et c'est très difficile après d'avoir beaucoup confiance en soi. Et je pense que c'est par là qu'on devrait aussi nous former dès le plus jeune âge pour justement se dire non, je vais sortir un petit peu du cadre et puis je vais montrer ce qui est moi ma perception de la norme plutôt que de l'imposer. Donc apporter ça dans l'éducation nationale, je ne sais Carrément, pas s'il y en a qui sont tentés. C'est une proposition de loi, donc je me présente. Merci. Non, juste un petit feedback. Du coup, merci, c'est une chouette invitation à contribuer à définir des normes plutôt qu'à les subir, donc c'est cool. Si on peut aider. Merci Grégory, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question vis-à-vis des normes. Si vous avez des retours, tout ce qui est privilège et rank en tant que norme. Privilèges et quoi? Les privilèges et les ranks. Enfin, voilà, quels sont en termes de privilèges en tant que norme dans le groupe, et surtout ceux qui sont éventuellement implicites. Un retour de quel ordre? En fait, en général, on a dans une des normes, c'est plutôt non dites, qu'il y a certains privilèges. Donc, je voulais savoir, en termes de... quel est votre regard vis-à-vis de ça? Alors, très bonne question. Ce que tu dis, ce que ça m'évoque, c'est que j'ai entendu que dans certaines sociétés, justement, les notions de privilèges sont mises de façon visible et lisible, et que ça améliore le mode de fonctionnement, puisque c'est plus implicite. Ça me fait penser à ça, ta question. Après, je n'aurai pas d'autres retours comme ça auxquels je pense, ou littérature par rapport à ça. Mais ça me fait penser à ça, c'est que finalement, ces histoires de privilèges, quand ça devient clair et connu, c'est vécu différemment. Je serais ravi d'en discuter avec toi. Bon, merci. Et n'hésitez pas, nous on est très preneurs, c'est un sujet qui nous passionne, donc dans la suite ou pour continuer des échanges. Tu disais? Une question, une dernière question? Une dernière, oui. C'est aussi un feedback, c'est rendre le non visible visible. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait réfléchir avec une autre conf de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Romain Couturier, sur les cadres de référence. J'ai beaucoup aimé, je trouve ça très complémentaire. Voilà, donc merci beaucoup. Merci Simon. Merci bien. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous d'être venus à cette conférence.